Quelque chose d'intéressant est en train de se produire en Grande-Bretagne. Les coûts d'emprunt à long terme ont grimpé à des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis la fin des années 90. Le rendement des obligations d'État à 30 ans que le Royaume-Uni appelle des gilts a bondi jusqu'à 5,7%. Pour le gouvernement, cela signifie qu'à chaque fois qu'il se tourne vers le marché pour lever des fonds, le prix de ce crédit devient nettement plus élevé. La réaction a été immédiate. La livre s'est effondrée de plus d'1% en une seule journée, sa chute la plus marquée depuis plusieurs mois, et les investisseurs ont commencé à se détourner de la dette britannique. La confiance dans l'économie craque sous la pression, et cette pression ne cesse de croître à mesure que le pays approche du budget de novembre. Londres devra expliquer comment il compte combler l'énorme trou dans ses finances, car la dette a déjà dépassé la taille de l'ensemble de l'économie. Aujourd'hui, la dette publique représente plus de 100% du produit intérieur brut, et des sommes records partent uniquement au paiement des intérêts. La Banque d'Angleterre a tenté d'intervenir pour calmer le marché, mais la tension demeure. Beaucoup de traders estiment que la planche à billets sera de nouveau mise en marche. Cela veut dire une livre encore plus faible et une nouvelle vague d'inflation. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les rendements obligataires augmentent partout dans le monde. Aux États-Unis, les trésoreries à 30 ans s'approchent déjà de la barre des 5%. Washington suit la situation de près, car d'ici la fin de l'année, l'Amérique devra refinancer des milliers de milliards de dollars de dettes. Ce cocktail crise britannique et mur de remboursement américain est désormais posé sur la table du ministre des Finances, Scott Bessent. La crainte est simple. La Grande-Bretagne pourrait n'être que le premier domino et l'Amérique tomber ensuite. C'est pourquoi il faut analyser les faits. Commençons par ce qui vient de se produire au Royaume-Uni. Le coût des emprunts à long terme a brutalement grimpé presque jusqu'à 6%. Sur le papier, ce n'est qu'un chiffre de plus, mais en réalité, c'est un sommet depuis presque 30 ans, c'est-à-dire depuis 1998. Pour une économie développée, un tel bond a de lourdes conséquences. Ce n'est pas seulement le marché obligataire qui est secoué. La livre aussi se montre instable, mettant les investisseurs et les ménages sous tension. Une chute de plus d'1% en quelques heures pour l'une des devises les plus échangées au monde, c'est un mouvement sérieux. Cela montre combien la confiance dans les finances britanniques est devenue fragile. Pour comprendre comment le pays en est arrivé là, il faut revenir sur le parcours de la livre en 2025. Dès janvier, les nouvelles concernant les tarifs ont frappé la monnaie, car l'économie britannique est étroitement liée aux États-Unis. Et la nouvelle vague du slogan « L'Amérique d'abord » de Donald Trump a immédiatement suscité des inquiétudes. Ensuite, le cours est tombé à son plus bas niveau depuis avril de l'année précédente. Affaibli par de mauvais chiffres industriels, les marchés s'attendaient à de nouveaux conflits commerciaux. Le dollar se renforçait et la livre chutait encore davantage. Au milieu de l'année, de faibles signes de reprise sont apparus, mais dès juillet, ils se sont évanouis. Les projets budgétaires du Premier ministre Keir Starmer ont été jugés trop vagues par les investisseurs, qui ont cherché à se protéger contre de nouvelles pertes. Puis, le choc obligataire a frappé. Les rendements des gilts ont brusquement grimpé. Et la livre s'est de nouveau effondrée, illustrant à quelle vitesse le climat peut changer. La politique attise aussi le feu. Les menaces tarifaires de Donald Trump, qu'elles visent le Canada, le Mexique ou la Chine, frappent les marchés mondiaux et la Grande-Bretagne en souffre particulièrement. Étant une petite économie ouverte, le pays est vulnérable. La hausse mondiale des rendements, les craintes d'inflation et les tensions commerciales pèsent toujours plus lourdement sur la livre. Les analystes préviennent, si les tensions commerciales persistent, la monnaie pourrait encore perdre 10 à 15% et l'économie sombrer dans des difficultés bien plus profondes. Ainsi, la faiblesse de la livre n'est pas seulement la conséquence d'erreurs de Londres, elle reflète une instabilité mondiale, des flux commerciaux qui se modifient et le doute des investisseurs sur la solidité du pays. Or, chaque nouvelle chute de la devise frappe directement le portefeuille des citoyens ordinaires. Les importations deviennent plus chères, l'inflation s'accélère et les familles ressentent la pression sur leurs dépenses quotidiennes. Voici donc le cœur du problème financier. Chaque gouvernement emprunte de l'argent, mais quand le coût des emprunts grimpe, le service de la dette ancienne devient presque aussi cher que le nouveau crédit. La Grande-Bretagne doit déjà une somme équivalente à toute son économie, environ 100% du produit intérieur brut. Depuis que ce seuil a été franchi en 2024, la dette n'a cessé d'augmenter. Désormais, à mesure que les obligations arrivent à échéance,
et que le gouvernement en émette de nouvelles, il doit payer beaucoup plus cher. Ces milliards ne disparaissent pas par magie. Ils s'évaporent du budget, détournant des ressources qui pourraient financer les écoles, les hôpitaux ou les routes, et se transforment en versements aux créanciers. Pour comprendre comment la Grande-Bretagne s'est retrouvée dans une telle situation, il faut examiner ses finances publiques. Et les chiffres donnent le vertige. Près de 8% de l'ensemble du budget, soit environ 4% du produit intérieur brut, part uniquement au paiement des intérêts de la dette. C'est déjà davantage que ce que le pays dépense pour l'éducation ou même pour la défense. Et pourtant, l'économie elle-même n'a progressé que d'un tout petit 1,1% en 2024. Autrement dit, la Grande-Bretagne verse à ses créanciers bien plus qu'elle ne génère de croissance nouvelle. Un tel déséquilibre ne peut pas durer longtemps. Pour le dire simplement, sur chaque tranche de 10 livres dépensés par l'État, presque une est aussitôt engloutie dans le remboursement de dettes anciennes. Elle ne construit pas d'hôpitaux, ne répare pas de routes et n'améliore pas les services publics. Ce sont tout bonnement les impôts des citoyens qui glissent dans la poche des détenteurs d'obligations. Et ce n'est qu'un début. Une grande partie de la dette britannique doit être refinancée dans les 2 ou 3 années à venir. Ce qui veut dire que le gouvernement devra se réendetter au taux d'aujourd'hui beaucoup plus élevé. Les emprunts bon marché appartiennent au passé, les crédits coûteux constituent la nouvelle réalité et ils rongent de plus en plus le budget. C'est ainsi que la spirale se met en marche. Plus les intérêts coûtent cher, moins il reste d'espace pour les autres dépenses. L'État est contraint soit de couper dans les budgets, soit d'augmenter les impôts. Et dans les 2 cas, la croissance est freinée. Une croissance plus faible réduit les recettes fiscales et le pays dépend encore davantage de nouveaux emprunts. Plus la dette gonfle, plus les investisseurs exigent de rendement et les intérêts repartent à la hausse. Le cercle se referme et quand les investisseurs cessent de croire que la Grande-Bretagne sera capable de stabiliser son déficit, ils commencent simplement à déplacer leurs capitaux ailleurs. Cela se produit déjà. L'argent fuit les actifs britanniques. Les problèmes commerciaux aggravent encore la situation. Les tarifs imposés par Donald Trump frappent l'export britannique autant que l'européen. Un marché déjà fragile se contracte davantage. Moins de revenus tirés du commerce, cela veut dire moins de recettes budgétaires. Et donc, un trou qui s'élargit encore. Dans le même temps, les rumeurs s'amplifient. La Banque d'Angleterre pourrait relancer un programme d'assouplissement quantitatif. En clair, imprimer de la monnaie et racheter des obligations pour faire baisser les rendements. Mais une telle décision ferait chuter la livre, accélérerait l'inflation et serait interprétée par les investisseurs comme un signe de panique. La Grande-Bretagne se retrouve donc face à une triple menace. Inflation en hausse, affaiblissement de la monnaie ou perte de confiance des investisseurs. Pris ensemble, ces risques peuvent transformer l'érosion progressive de la stabilité financière en véritable crise. L'épisode du mini-budget de Liz Truss a déjà montré à quelle vitesse la confiance peut s'évaporer. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, la dette du Royaume-Uni est bien plus élevée et les marchés mondiaux bien moins patients. Tous les regards sont désormais tournés vers la prochaine date clé, le 26 novembre, lorsque le gouvernement présentera son budget d'automne. Pour les investisseurs, ce jour est déjà entouré en rouge. Ils attendent de la chancelière Rachel Reeves un plan crédible, capable de prouver que le pays maîtrise la trajectoire de ses finances. Sans ce plan de route, les marchés sont prêts à sanctionner la Grande-Bretagne avec des rendements encore plus élevés et une livre encore plus faible. L'essentiel ne sera pas seulement ce qui sera écrit noir sur blanc, mais surtout de savoir si les investisseurs croient aux promesses du gouvernement. En théorie, la Banque d'Angleterre existe précisément pour de tels moments. Elle doit jouer le rôle de stabilisateur, de prêteur en dernier ressort, d'autorité capable de rassurer les marchés quand la peur s'installe. Son outil principal, l'achat direct d'obligations d'État, autrement dit l'assouplissement quantitatif. En rachetant des gilts, la banque en fait grimpait le prix et en abaisse le rendement, limitant ainsi la hausse des coûts d'emprunt. Mais cette stratégie a un prix. La création de monnaie accroît l'offre de livres, fragilise la devise et alimente l'inflation, exactement au moment où les ménages suffoquent déjà sous la flambée des prix. En clair, l'intervention peut calmer temporairement le marché obligataire, mais elle risque d'enclencher une nouvelle vague d'inflation et d'affaiblissement de la monnaie, et les répercussions se feront sentir bien au-delà des frontières britanniques. Les investisseurs observent désormais de très près à quel point cette situation ressemble à ce qui se passe aux États-Unis. Outre-Atlantique, le tableau prend de plus en plus des allures britanniques. Les emprunts à long terme deviennent plus coûteux
Et le rendement des obligations du Trésor à 30 ans reste proche de 5%, exactement le niveau qui a récemment secoué Londres. Mais il existe une différence majeure. L'échelle américaine est sans commune mesure. Le Trésor a officiellement annoncé qu'il devait lever plus d'1 billion de dollars de dette nette en un seul trimestre. Une somme qui paraît inimaginable, même au standard américain, et ce n'est que le début. Au cours des prochaines années, des trillions de dettes déjà existantes arriveront à échéance et il faudra toutes les refinancer aux conditions actuelles bien plus onéreuses. Chaque nouvelle émission se transforme en avalanche d'intérêts supplémentaires qui pèsent lourdement sur le budget. Le problème ne tient pas seulement à la taille de la dette, mais aussi à sa structure. Une part significative des obligations américaines présente des échéances relativement courtes. Cela signifie un risque colossal de renouvellement. Washington doit sans cesse revenir sur le marché pour emprunter à nouveau et couvrir les anciennes obligations. Lorsque le taux d'intérêt frôlait zéro, l'équation paraissait soutenable. Mais à 5%, cela devient un fardeau écrasant. Si, en valeur absolue, la dette britannique est plus faible, dans le cas des États-Unis, le moindre relèvement des rendements se traduit aussitôt par des centaines de milliards de dollars de paiements supplémentaires chaque année. Déjà, le budget fédéral en est profondément transformé. Les intérêts ne sont plus une ligne secondaire. Ils ont dépassé les dépenses militaires et rattrapent progressivement les plus grands programmes sociaux. Ce ne sont plus de simples chiffres dans un rapport, mais un véritable blocage politique. Le Congrès et la Maison-Blanche se retrouvent face à un dilemme: augmenter les impôts, réduire les dépenses ou continuer d'emprunter au risque de perdre la confiance des investisseurs. Chaque option comporte des conséquences lourdes pour l'ensemble de l'économie. Certains responsables à Washington ont tenté de présenter les nouveaux tarifs comme un moyen d'alléger la charge. Et en effet, la vague protectionniste de 2025 a rapporté des dizaines de milliards de dollars. Selon les estimations, les recettes ont pu atteindre plus de 100 milliards de dollars sur un seul exercice budgétaire. Mais face à une dette qui dépasse 30 trillions de dollars, ces sommes ne changent rien au tableau d'ensemble. Au mieux, elles couvrent quelques semaines de paiement d'intérêt. De plus, ces tarifs pèsent aussi sur l'économie elle-même. Ils renchérissent les prix pour les consommateurs, alourdissent les coûts des entreprises, freinent la croissance et minent la confiance. Résultat, les États-Unis se retrouvent devant les mêmes choix douloureux que la Grande-Bretagne: actionner la planche à billets, tailler brutalement dans les dépenses ou relever les impôts. L'impression monétaire signifierait un nouvel épisode d'assouplissement quantitatif qui affaiblirait inévitablement le dollar et accélérerait l'inflation. La réduction des dépenses exige une volonté politique qu'aucun parti ne semble prêt à afficher. Quant aux hausses d'impôts, elles restent extrêmement populaires et risquent d'étouffer la croissance. Mais, qu'on le veuille ou non, l'une de ces mesures ou une combinaison des trois deviendra tôt ou tard inévitable. Le danger, c'est que les marchés ne patientent pas. Les investisseurs scrutent déjà le chaos britannique et se demandent si, au fond, les États-Unis sont vraiment plus fiables, car le marché obligataire américain est le plus vaste du monde, et le moindre accès de panique peut secouer l'ensemble du système global. Des adjudications médiocres, des rendements en hausse et des secousses brutales du dollar, tout cela se répercute instantanément sur les crédits immobiliers, les taux de prêt, l'épargne retraite et, en somme, sur chaque aspect de la vie financière. La vraie question est donc la suivante: si le marché de la dette britannique a cédé sous le poids des taux et des déficits, combien de temps faudra-t-il avant que la même pression ne brise l'Amérique? À très bientôt dans la prochaine analyse.